Bonjour et bienvenue dans cette 11e partie du cours de statistique. Nous continuons d'explorer le test du qui carré. Nous avons abordé le cas des lois discrètes, nous allons maintenant envisager le cas des lois continues. Est-ce que ça change beaucoup? Eh bien, je laisse le mystère planer. Allez go, c'est parti. Donc je vous rappelle, tout repose sur le calcul d'un nombre qu'on appelle le qui carré et qui est défini comme ceci. Au numérateur, vous avez le carré d'une différence. Alors, différence entre quoi? Entre les effectifs observés dans votre échantillon, d'une part, et d'autre part, les effectifs théoriques qui sont tout simplement prédits par la loi théorique de probabilité que vous êtes en train de tester. Forcément une différence, en tout cas au niveau de certaines valeurs. Cette différence, vous la calculez, vous l'élevez au carré de façon à compenser les différences positives et les différences négatives, et puis vous divisez le tout par les effectifs théoriques. Ça, répétez le nombre de fois que vous voyez une valeur de votre variable. Il y aura donc une sommation, une addition ici qui va vous donner un nombre. Ce nombre, ce sera le qui carré de votre échantillon. Et il faudra le comparer au qui carré théorique issu d'une table. Donc je vous rappelle, on travaille toujours à 95% de certitude, c'est-à-dire qu'on va prendre la colonne P.05, et puis la ligne, ça dépendra en fait du nombre de valeurs que vous avez dans votre échantillon. On devra faire -1. Alors je vous rappelle pourquoi on fait -1, parce que l'effectif total de votre échantillon est toujours égal à l'effectif total de votre théorie, ce qui signifie que vous perdez en degré de liberté tout simplement. Donc, nombre de valeurs -1, moins éventuellement le nombre de paramètres de la distribution théorique que vous êtes en train de tester. Donc, certaines distributions n'ont pas de paramètres et dans ce cas-là, le V sera tout simplement égal au nombre de valeurs -1. D'autres distributions théoriques ont 1, voire 2 paramètres. Il faut évidemment en tenir compte. Si le qui carré que vous avez calculé par la formule précédente est inférieur au qui carré de la table, alors vous pourrez dire, et ça fait partie du test d'hypothèse, que votre échantillon est bien tiré d'une population qui suit tout simplement une loi théorique de probabilité. Ça fait partie vraiment, ce que je suis en train de vous montrer avec le test du qui carré, ça fait partie d'une série de tests, nous allons en aborder d'autres par la suite, qu'on appelle des tests d'hypothèse. Alors, quand même un petit mot là-dessus, parce que sinon vous allez être un petit peu perturbé peut-être, étant donné que la statistique inférentielle, elle est faite de tests d'hypothèse finalement. Et les tests sont toujours en train d'opposer deux hypothèses. Alors, il y a une hypothèse H0 et une hypothèse H1. L'hypothèse H0, je dirais qu'elle va dans le sens positif. Et ici, puisque nous sommes en train de tester l'adéquation entre l'échantillon et une population qui suit une loi théorique de probabilité, eh bien, on va affirmer, hypothèse H0, l'échantillon est bien tiré d'une population qui suit une loi théorique de probabilité. Bien sûr, cette loi théorique de probabilité, c'est à vous de la deviner et de la tester. Aucun test ne vous dira c'est telle loi plutôt que telle autre. Donc ça, ce sera quand même votre habilité de statisticien de tester une loi. Et puis, le test vous confirmera votre intuition ou au contraire vous l'infirmera. Donc si c'est confirmé, oui, on est en accord avec l'hypothèse H0, l'échantillon est bien tiré d'une population qui suit une loi théorique de probabilité que vous aurez ressentie. H1, c'est tout simplement la version négative, c'est-à-dire que c'est finalement dire on rejette H0. Et donc, on va dire alors, si c'est H1 qui sort du lot, que l'échantillon n'est pas tiré d'une population qui est régie par la loi théorique de probabilité que vous êtes en train de tester. Donc, la réponse, elle est très binaire. C'est oui, H0, ou c'est non, H1, tout simplement.
Et bien sûr, vous allez devoir alors appliquer votre test, parce que ça recouvre toute une série de tests. Nous, ici, nous sommes en train de tester via le calcul du qui carré. Donc, H0, ça veut dire que le qui carré de votre échantillon est inférieur au qui carré de la table, tandis qu'H1, c'est le cas contraire. Le qui carré que vous avez calculé est supérieur au qui carré de la table. Alors, on va envisager deux exemples ici qui font appel à des lois continues. Et le premier exemple, je lis l'énoncé avec vous. Nous avons pesé 16 kiwis, totalement choisis au hasard, et ces 16 kiwis ont été produits dans une ferme de Nouvelle-Zélande. Bon, affirmation dont on n'a que faire, soyons clairs. Le principal étant que notre variable est la masse des kiwis. Variable continue parce que bien sûr cette masse, à mon avis, dès que vous allez tirer un kiwi et que vous allez le peser, automatiquement, vous aurez une réponse différente de la précédente et vous aurez certainement une réponse différente de la suivante. Donc, autant de kiwis, autant de réponses, ça appelle la continuité. Nous aurons donc certainement 16 masses et de fait, les voilà, elles sont exprimées en grammes. Pour le premier kiwi, 65,06, pour le deuxième, 71,44, pour le troisième, 67,93, etc. Vous avez 16 masses. Variable continue, ça appelle une loi continue. Alors déjà, réfléchissons un petit peu par rapport au sujet. C'est toujours bien de réfléchir par rapport au sujet. Ça fait appel à votre bon sens. Et le sujet, la masse des kiwis, mais ma foi, je suppose que tout le monde a déjà été faire ses courses dans un magasin, vous avez quand même des calibres. Ce qui veut dire que, en général, ce sont les masses moyennes qui vont être privilégiées. Les petits kiwis ne vont pas forcément être très nombreux, les gros non plus. Donc ça va plutôt être les tendances centrales, les tendances moyennes qui vont être privilégiées. Et ça, automatiquement, je pense à la loi normale. Et d'autant plus que le sujet, je vous ai dit, la nature, automatiquement, en tout cas presque automatiquement, privilégie la loi normale. Donc, je pense a priori, avec mon sujet d'étude, à une loi normale. Je vais confirmer ou infirmer. Mais avant ça, je vous mets en garde. 16 kiwis, donc 16 données. Attention, votre échantillon, et malheureusement, il est tel qu'il est, votre échantillon n'est pas très représentatif. On aurait préféré avoir une centaine, voire plusieurs centaines de masses de kiwis à notre disposition. On ne les a pas. Et parfois, c'est pour ça que je vous montre d'ailleurs cet exemple-là, on n'a pas à les avoir non plus. Je vous donne ici un exemple très simple. Vous travaillez dans cette ferme de Nouvelle-Zélande ou toute autre ferme qui produit quoi que ce soit. On vous amène une cargaison, ici de kiwis. Et on vous annonce, puisqu'il y a des calibrages ici qui doivent être acceptés ou non pour les vendre en magasin, on vous annonce que vos kiwis suivent le calibre imposé par les magasins. C'est comme ça parce que sinon les autres, vous n'allez pas les vendre, ce sera à pure perte et ça ne vous arrange pas. Comment être sûr qu'on n'essaye pas de vous arnaquer? Parce que là, on va vous livrer des tonnes de kiwis. Donc, vous n'avez certainement pas le temps de tester des centaines de kiwis. La cargaison, elle est en train d'être déposée. Il va falloir que vous acceptiez ou non cette cargaison. Donc là, il faut faire vite. Et c'est pour ça que parfois, vous ne pouvez raisonner que sur un petit nombre de kiwis. Vous allez par exemple raisonner sur les 16 kiwis. C'est très facile et très rapide à peser. Vous aurez vite les résultats. Et grâce à vos tests, vous saurez, et on va le faire dans la capsule qui suit, vous saurez si oui ou non, vous devez accepter la cargaison. Donc, c'est très important malgré tout. Ici, vous n'avez pas forcément le temps de mesurer la masse ici de 500 kiwis. Tant pis, le camion est en train de décharger sa cargaison. Il faut prendre une décision qui soit rapide. Et donc là, on a des petits échantillons. Tant pis, c'est comme ça. Première chose à faire, peut-être,
peut-être pas si vous êtes dans le contexte de la cargaison, là, hein, donc ça, ici, nous sommes dans un contexte plus confortable. Première chose à faire, donc, le graphique de distribution des données. Je vous ai mis un histogramme. Bon, voilà, alors vous voyez les classes, hein. La première, par exemple, démarre à 62,34 grammes et s'achève à 63,64 grammes, ce qui fait de l'ordre de 1,3 grammes par classe. Bon, bah, c'est comme ça. Et nous voyons les effectifs. Donc la première classe, il y a un seul kiwi, la deuxième classe, 2 kiwis, la troisième classe, 3 kiwis. La quatrième, on retombe à 2. La cinquième, on monte jusqu'à 4. Et pour les deux dernières, on a 2 également comme effectif. Ça n'est pas criant. Ça, c'est dû au petit nombre de valeurs de votre échantillon. Mais malgré tout, une tendance se dégage. C'est-à-dire que les effectifs sont plus importants pour les valeurs centrales. Ce n'est pas criant, je le répète. Mais malgré tout, ça se dégage de manière plus ou moins nette. Alors, je dois comparer ça à des lois continues théoriques. Donc, est-ce que j'ai une chance d'avoir une loi uniforme? Très peu de chance, hein? On va oublier la loi uniforme. La loi exponentielle, ça voudrait dire, si je réfléchis avec un minimum de bon sens, que les petites masses sont hautement plus probables que les grosses masses et même que les masses moyennes. Non, non, manifestement, ou bien on n'a jamais été faire ses courses, ou bien on ne sait pas interpréter l'histogramme, mais dans un sens comme dans l'autre, ça n'a aucune chance d'être une loi exponentielle. Par contre, la loi normale, à nouveau, avec le privilège accordé aux valeurs moyennes, manifestement, ça en prend le chemin. Alors, pas de manière criante, mais toujours plus que pour les deux autres lois. Donc, nous allons tester la loi normale. Alors d'abord, peut-être, indépendamment du graphique de distribution des données, un autre graphique, celui de la boîte à moustaches. Qui dit loi normale, dit symétrie de la boîte à moustaches. Et finalement, alors c'est pas une symétrie parfaite, hein, mais on n'est pas non plus très loin dans la symétrie, L' asymétrie. Parce que regardez la longueur des moustaches, elles sont plus ou moins égales, hein, en tout cas à vue d'œil. Alors certes, la médiane là qui correspond au trait plein à l'intérieur de la boîte n'est pas au centre, n'est pas au milieu de la boîte. Bon, c'est comme ça. 16 données, qu'est-ce que vous voulez? Mais en tout cas, on a l'air de dire quand même, malgré tout, avec tous les inconvénients de cet échantillon qui se limite à 16 données, qu'on pourrait quand même aller vers une confirmation de la loi normale. Bon, tant que j'y suis, je demande de calculer le coefficient d'asymétrie. Vous avez vu, j'ai demandé également la moyenne, hein, mais le coefficient d'asymétrie, c'est-à-dire skewness, on est à moins 0,22 en arrondissant. Bon, ça, c'est pas zéro, mais on n'en est pas à des années-lumière non plus. Donc, malgré tout, on tend vers une symétrie. On tend. Ce n'est pas une symétrie parfaite, on n'y est pas, mais on ne s'en éloigne pas non plus très fortement. Alors, tant que j'y étais, je fais tous les tests, hein. Allons-y, j'ai fait également un test de Shapiro-Wilk. Je vous renvoie à la capsule qui correspond à ce test si vous avez oublié de quoi il s'agit. Donc, il s'agit de calculer un nombre W, hein, qui a été fait par le logiciel R, mais surtout la p-value qui l'accompagne. Alors, vous voyez ici, on doit dépasser, selon les auteurs, 5% ou 20% pour dire que l'hypothèse H0 peut être acceptée, en tout cas n'a pas à être rejetée. Et donc, manifestement, nous sommes à pratiquement du 100% ici. Bon, oui, clairement, le test de Shapiro-Wilk nous dit vous pouvez avoir confiance dans votre prédiction. C'est bien la loi normale qui se cache derrière votre échantillon de masse de kiwi. Une loi normale qui sera d'ailleurs basée sur une moyenne de 67,25 grammes. Le test de Shapiro-Wilk est le plus efficace, donc je pourrais m'arrêter là. Mais ceci est une capsule dédiée au test du qui-carré, donc je vais tester via le qui-carré la normalité de ma distribution. Alors,
comment ai-je fait? Ben, j'ai repris tout simplement les classes qui ont été choisies via le fichier Excel. Je vous rappelle, c'est moi qui ai choisi le nombre de classes, hein, j'en ai choisi 7. Rien n'impose de choisir ce nombre de classes. En général, on se situe aux alentours de 7-8, voilà, au point de vue nombre de classes. Et donc ici, j'en ai choisi 7. Donc ici, la première classe, c'est toutes les masses qui sont comprises, alors vraiment comprises, c'est-à-dire que je prends les bornes ici, entre 62,34 grammes et 63,64 grammes. Bon, bah, il n'y a qu'un kiwi qui satisfait ce critère-là, voilà. Deuxième classe entre 63,65 grammes et 64,94 grammes. Et là, j'en ai deux. Vous pouvez revenir à votre base de données hein, pour confirmer ce que je suis en train de dire. Mais l'histogramme était déjà clair à ce niveau-là. Et puis, je vous laisse lire les effectifs des autres classes. Donc, pour la troisième, nous avons 3. Pour la quatrième, nous avons 2 kiwis. Pour la cinquième, 4 kiwis. Et pour les deux dernières classes, 2 kiwis à chaque fois. Si je teste la loi normale, je sais que la loi normale, elle a deux paramètres, à savoir la moyenne et l'écart type. Je dois donc calculer la moyenne de mes 16 valeurs de l'échantillon et également l'écart type corrigé, hein, non biaisé. Ça va, attention, donc on divise par n-1, c'est-à-dire par 15 ici. Eh bien, je trouve tout simplement une moyenne de 67,25 grammes en arrondissant et avec un écart type de 2,46 grammes. Donc ça, ce sont mes deux paramètres de la loi normale. Quand j'ai les deux paramètres de la loi normale, pour remplir la dernière colonne qui est la colonne de la loi théorique, et ici donc je teste la loi normale, eh bien, j'ouvre un fichier GeoGebra, je demande une loi de probabilité normale et j'installe comme paramètre pour la moyenne 67,249,375 et pour l'écart type 2,455,31,66 et j'obtiens ceci. Voilà, donc j'obtiens la fameuse courbe en cloche ici, et puis je lui demande tout simplement quelle est la probabilité de se situer dans la première classe, c'est-à-dire entre 62,34 et 63,64. Et là, GeoGebra, good boy, me donne une probabilité de 0,048. Attention, je vous ferai remarquer, regardez ici quelle surface plane cela couvre. Nous ne sommes pas ici en train de prendre les valeurs extrêmes. Tant pis, c'est comme ça, c'est notre échantillon. Les valeurs extrêmes ont tellement peu de probabilité d'émerger que dans notre échantillon, elles n'apparaissent pas. Et donc, tant pis. Mais attention, il faudra en tenir compte à la fin. Donc ici, j'installe la première classe, hein, vous voyez, probabilité que x soit compris entre 62,34 et 63,64. GeoGebra me donne 0,048. Eh bien, je l'installe tout simplement dans ma dernière colonne qui consiste tout simplement en les probabilités prévues par la loi normale de moyenne 67,25 et d'écart type 2,46. Donc ça, c'est la première probabilité. J'installe la deuxième, toujours via GeoGebra, j'ai 0,102, la troisième 0,166. Vous voyez, ça augmente, hein, c'est normal. La quatrième, qui est la valeur centrale, donc normalement la plus probable, 0,205. Et puis je vais commencer à redescendre avec 0,193, 0,138 et 0,075. Mais attention, je vous ai mis en garde et c'était déjà le cas dans la capsule précédente ici. La somme de toutes les probabilités doit vous donner 1. Ici, on n'en est pas loin puisqu'on arrive à 0,927, mais on n'y arrive pas. Et ça, c'est un gros souci. Hein, vous êtes en train de détruire toute la théorie des probabilités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tricher, comme d'habitude. Mais tout le monde le fait. Donc, je vais tricher ici sur la dernière probabilité, et tant pis, hein, bon, pour avoir un total de 1. Mais ça va me permettre en fait d'avoir
non seulement la somme des probabilités est égale à 1, mais surtout la somme des effectifs théoriques qui sera égale à 16 aussi, comme la somme des effectifs de mon échantillon. Alors, comment est-ce que je les mets en évidence, ces effectifs théoriques? En prenant la probabilité et en la multipliant, comme d'habitude, par l'effectif total de mon échantillon, c'est-à-dire ici par 16. Le premier effectif théorique, je prends la probabilité 0,048 et je la multiplie par 16 pour obtenir un effectif de 0,768. Donc 0,768, c'est à comparer à l'effectif de mon échantillon qui est de 1. Et puis je continue comme ça. Deuxième effectif, il va être obtenu en multipliant la deuxième probabilité, 0,102, par l'effectif 16. Et j'obtiens 1,632. Par rapport à 2, on n'est pas très loin. Troisième effectif, je fais 0,166 fois 16 et j'obtiens quelque chose qui serait égal à 3 si j'arrondissais. 0,205 fois 16, ça me donne 3,28. Donc, vous voyez là, normalement, j'aurais dû avoir l'effectif le plus élevé. Mais ce n'est pas le cas. Dans mon échantillon, j'ai 2. Bon, bah oui, on s'éloigne quand même légèrement de la loi normale. On n'est pas dans une situation idéale avec un échantillon et encore moins avec un échantillon limité à 16 valeurs. Bon, je continue comme ça, 3,088, 2,208 et 2,368. Vous pouvez faire l'addition de tous ces effectifs-là et confirmer que vous avez bien 16. Donc maintenant, je vais pouvoir comparer les effectifs de mon échantillon, deuxième colonne, avec les effectifs prévus par la théorie, dernière colonne, et calculer la différence via le calcul du qui-carré. Donc, pour la première classe, je vais faire 1 moins 0,768 au carré, le tout divisé par 0,768. Pour la deuxième classe, je vais faire 2 moins 1,632, j'ai un petit peu arrondi ici, divisé par 1,632, etc. Je fais ça pour chacune des 7 classes. Il y a donc 7 termes à additionner. Quand vous les additionnez, vous obtenez un qui-carré de 1,04 en arrondissant. Alors ça, c'est le qui-carré par rapport à mon échantillon, par rapport à l'observation. Je dois maintenant le comparer au qui-carré prévu de la table. Je fais donc appel à la table. Deuxième colonne, toujours 95% de certitude. Quelle est la valeur de V ici? Nous avons 7 classes, 7 valeurs. 7 moins 1, ça fait 6. Mais je dois encore soustraire 2 parce que j'ai 2 paramètres dans ma loi normale. Donc 6 moins 2, 4. Ce qui signifie que le qui-carré théorique de ma table, c'est 9,49. Je dois donc comparer 1,04 à 9,49. Manifestement, c'est inférieur, ce qui signifie que mon intuition était bonne. Le test de Shapiro-Wilk me l'avait déjà dit. Mais le test de qui-carré du qui-carré confirme, mon intuition était bonne, c'est bien la loi normale qui est sous-tendue ici par mon échantillon portant sur 16 masses de kiwi. Alors, si vous voulez comparer les graphiques, voilà en vert l'histogramme de mon échantillon. Ici, vous avez vu que j'ai demandé moins de classes, je n'en ai que 5. Et du coup, d'ailleurs, regardez, on voit mieux apparaître les tendances centrales. Donc, vous voyez, comme quoi un histogramme, c'est toujours à interpréter avec beaucoup de précautions. Parce que selon le nombre de classes, vous pouvez avoir une idée ou pas de la loi qui est sous-tendue par votre échantillon. Donc ici, manifestement, on voit bien qu'à travers les 5 classes, ce sont les tendances centrales qui sont les plus probables. Et vous voyez la courbe en cloche là en orange, code couleur orange égale la population. Voilà ce qu'aurait dû prévoir la population. Mais vous voyez, on n'en est pas à des années-lumière non plus. La courbe orange suit grosso modo ce que l'histogramme en vert avait prévu. Ça confirme à tous les niveaux
l'accord entre votre échantillon et la loi normale. On pourra donc dire que c'est l'hypothèse H0, test d'hypothèse ici, que l'on va sélectionner, en tout cas on ne va pas la rejeter, en disant que notre échantillon, avec les 16 masses des kiwis, est bien issu d'une population, les kiwis, qui suit une loi normale, dont nous avons même la moyenne et l'écart type. On va maintenant aller vers le deuxième exemple. Je lis l'énoncé avec vous. On note le temps de passage en secondes aux caisses de 50 clients dans une station-service. Bon, on n'a rien d'autre à faire, mais on va voir si les clients ont raison d'être contents ou mécontents. Sont-ils servis assez rapidement? Nous avons ici 50 données. Je vous les ai réparties ici en 5 lignes de 10 colonnes. Ces temps sont exprimés en secondes. Alors là, on va un petit peu réfléchir. Est-ce que forcément ce sont les temps moyens qui vont être privilégiés? On espère que non. En tout cas pour les clients, on espère surtout que ce sont les temps les plus courts qui vont avoir le plus de chances d'apparaître. Donc, on sent que ça ne va pas être tout à fait une loi normale ici, que ça risquerait d'être une autre loi. Et je vous ferai également remarquer, nous avons 50 données. Donc là, ça commence à devenir un échantillon sympa. 50 données, logiquement, on va voir apparaître des choses assez nettement. Alors, je fais le graphique de distribution des données. Donc là, j'ai demandé 6 classes. Et vous voyez, j'obtiens cet histogramme-là. Alors, manifestement, là, on le voit très nettement. Ce sont effectivement les temps les plus courts qui ont le plus de chances d'apparaître. Ils apparaissent 27 fois. Donc, tous les temps compris entre 1 centième de seconde et 1 seconde, vous en avez 27. Puis, on va arrondir, entre 1 et 2 secondes, on chute déjà à 10. Entre 2 et 3 secondes à 7. Et puis alors, carrément, on est en train de dégringoler, sauf qu'on remonte un petit peu pour des temps un petit peu supérieurs ici à 5 secondes. Alors, de nouveau, est-ce que ce graphique-là, avec le sujet qui est étudié derrière ce graphique, est-ce que ça me fait penser à une loi théorique de probabilité? Loi uniforme? Certainement pas. Parce que ça voudrait dire, d'abord, regardez, ça n'en prend pas le chemin entre l'histogramme et le rectangle. Forcément, on voit bien que c'est très différent. Mais en plus, pensez au sujet. Rectangle, ça voudrait dire, donc loi uniforme, ça voudrait dire que vous avez autant de chances d'attendre 1 seconde que 5 secondes. Et donc, par extrapolation, autant de chances d'attendre 10 secondes, 20 secondes, 30 minutes. Enfin, non, ça n'a pas de sens. La loi normale, non, manifestement, le graphique histogramme ne privilégie pas les valeurs moyennes, les valeurs centrales. Ce sont plutôt les valeurs petites qu'il privilégie. Et oui, donc ça fait appel à la loi exponentielle que nous allons tester. Manifestement, c'est celle-là qui se cache derrière l'histogramme. En tout cas, c'est ça qui y ressemble le plus. On va tester ça via le qui carré. À nouveau, je reprends mes 6 classes, donc entre 1 centième de seconde et 1 seconde pour la première classe, avec un effectif de 27. Pour la deuxième classe, j'en ai 10. Pour la troisième, 7. Puis je chute à 4, 0 et 2. Donc ça, ce sont mes 6 effectifs qui, bien sûr, si on les additionne, donnent un total de 50. Je suis en train de tester ici la loi exponentielle qui n'a qu'un seul paramètre, à savoir l'inverse de la moyenne. Je vous avais dit, quand on a vu les lois théoriques, attention au nombre de paramètres, c'est vraiment crucial. Donc ici, je calcule la moyenne arithmétique de mon échantillon et j'obtiens 1,343. Je vous incite à vérifier que c'est bien le cas. Donc, le paramètre ici, ce sera lambda, l'inverse de 1 sur 343. Comment vais-je compléter la dernière colonne qui consistera en les 6 probabilités ici qui sont prédites par la loi exponentielle?
Eh bien, j'ouvre à nouveau un fichier GeoGebra. Je demande cette fois-ci la loi exponentielle. Je fixe lambda comme 1 divisé par 343, c'est-à-dire 0,7446. Et à nouveau, j'installe classe par classe. Quelle est la probabilité que x soit compris entre 1 centième et 1, puisque c'est ma première classe? La probabilité est de 0,5177. Eh bien, je note ça pour la première probabilité. Je fais pareil pour les autres. Donc, je suis toujours en train de jouer avec mon fichier GeoGebra. Simplement, c'est la dernière ligne que je modifie en prenant les bornes ici de mes classes. Donc, la deuxième, 1,01 et 1,99. Et j'obtiens une probabilité de 0,2442. Je fais pareil pour la troisième, 0,1168. Pour la quatrième, 0,0559. L'avant-dernière, 0,0267. Et enfin la dernière, 0,0128. Est-ce que tout ça fait 1? Eh ben non, comme d'habitude. Comme d'habitude, mais oui, malheureusement, entre l'échantillon et la théorie, souvent ça ne matche pas parfaitement, c'est comme ça. Sinon, il n'y aurait pas d'ailleurs d'échantillon, il n'y aurait pas de théorie, si ça collait parfaitement. Donc nous avons un total de 0,9741, c'est pas très loin de 1, mais c'est pas 1. Et il faut absolument que ce soit 1. Donc, je modifie ici la dernière probabilité, tant pis. Mais au moins, comme ça, j'ai une somme égale à 1. Alors, comment vais-je maintenant mettre en évidence les effectifs théoriques? Comme toujours, je multiplie les probabilités par l'effectif de mon échantillon. Effectif total, donc les 50 données. Donc, pour ici, le premier effectif théorique, je multiplie 0,5177 par 50 et j'obtiens 25,885. Pour le deuxième effectif, 0,2442 fois 50 et j'obtiens 12,21. Et ainsi de suite. Je multiplie chacune des probabilités par 50 et j'obtiens tous ces effectifs. La somme de tous ces effectifs est égale à 50. Ça, c'est un prérequis. Et vous voyez déjà, comparé aux effectifs d'échantillon. Effectifs d'échantillon, 27 pour la première classe, 26 pour la théorie. On n'en est pas loin. Pour la deuxième classe, 10 par rapport à 12. Pour la troisième classe, 7 par rapport à 6. Donc, chaque fois, on n'est pas très loin. Donc, tout ça sent bon. Et logiquement, le qui carré va confirmer que notre intuition était bonne. Alors, on calcule, donc la différence, formule du qui carré. Donc, pour la première classe, 27 moins 25, 885 au carré divisé par 25, 885. Pour la deuxième classe, 10 moins 12, 21 au carré divisé par 12, 21, etc. Il y a 6 contributions, 6 termes qu'on additionne pour obtenir un total de 2,535. Alors ce 2,535, je dois maintenant encore le comparer au qui carré théorique de la table. Je fais appel à ma table. Toujours la deuxième colonne, on travaille à 95% de certitude. Maintenant, quelle est la valeur du V? J'ai 6 classes. On fait toujours moins 1 par principe, donc ça fait 5. Et on fait encore moins 1, puisque nous avons un paramètre dans la loi exponentielle. Donc, on fait finalement 6 moins 1 moins 1, ça fait 4. Donc, à nouveau, c'est le 9,49 ici qui est mis en évidence. 2,535 est inférieur à 9,49. Nous ne rejetons pas ici l'hypothèse H0. Nous pourrons dire que, à 95% de certitude, l'échantillon, avec les temps de passage exprimés en secondes aux caisses, est issu d'une population qui suit une loi théorique exponentielle. Nous avons même le paramètre de cette loi exponentielle qui est égal à 0,7446. Au niveau des graphiques, on reprend l'histogramme avec les 6 classes et on installe en orange ici la loi théorique exponentielle et vous voyez qu'on n'est pas à des années-lumière ici de ce qu'a prévu l'histogramme. Donc tout ça confirme notre ressenti.
Est-ce à dire que, puisque je vous ai donné 2 exemples qui fonctionnent, est-ce à dire qu'on est toujours dans le cas où c'est OK, où notre ressenti ou notre intuition se trouve confirmée par les tests? Non, bien sûr, hein. Pas de panique si vous testez une loi et que les différents tests vous affirment que non, désolé, mais la loi que vous testez n'est pas en rapport avec votre échantillon. Il faut avoir vraiment un ensemble d'éléments, un ensemble d'indicateurs, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Le sujet est certainement un indicateur de premier ordre. Ensuite, graphique de distribution des données. Et puis, selon la loi que vous êtes en train de tester, si c'est la loi normale ou une autre loi continue ou une loi discrète, vous avez d'autres indicateurs. Mais si ce n'est pas la loi normale que vous testez, il n'y en aura pas 10 000. Hein. Ça veut dire que vous devez automatiquement vous brancher sur le test du qui carré. Bon, je dois quand même à la vérité de dire qu'il existe d'autres tests. Le test de Kolmogorov-Smirnov, par exemple. Je ne le vois pas ici parce que on ne va pas non plus passer notre temps à faire des tests pour confirmer ou infirmer. Si vous avez déjà 2 indicateurs, dont le test du qui carré ou le test de Shapiro-Wilk pour la loi normale, qui vous disent « Ok, votre intuition est bonne », on ne va pas non plus passer notre vie à tester indéfiniment. Hein. On a plusieurs indicateurs qui vont dans le sens de notre intuition. On valide notre intuition. Voilà, donc ça, c'était la revue, je vais dire, de certains exemples liés à des lois discrètes pour la capsule précédente et des lois continues pour cette capsule. Grâce à tout ça, on va pouvoir faire des exercices. Mais il me reste une dernière chose à voir avec vous, et ce sera l'objet de la capsule suivante. Je vous laisse le mystère de ça. À mon avis, vous n'allez pas aimer des masses, mais tant pis, il faut le voir. Ça va parler d'intervalle de confiance. Je ne vous dis que ça. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous pour la prochaine capsule.